Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le podcast L'Iran décrypté, je suis Mahan Taraj. À travers des entretiens avec des experts et spécialistes de l'Iran, nous chercherons à décrypter les aspects politiques, géopolitiques et stratégiques liés à l'Iran. Que ce soit le rôle de l'Iran au Moyen-Orient, les mouvements de contestation dans le pays, la propagande orchestrée par le régime iranien, ou encore la place des femmes dans la révolution en cours. Bonne écoute à toutes et tous. Bonjour à toutes et à tous, je reçois pour cet épisode Monsieur Afshin Alavi. Monsieur Afshin Alavi est membre de la Commission des Affaires étrangères du Conseil national de la résistance iranienne, le CNRI. Bonjour monsieur, et merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Bonjour et merci de m'avoir donné cette occasion. Le 13 juin dernier, un nouveau conflit majeur a éclaté au Moyen-Orient, une guerre ouverte entre Israël et le régime iranien, avec une escalade qui a été marquée notamment par l'entrée en scène des États-Unis, qui ont mené des frappes sur certains sites nucléaires iraniens. À l'heure où nous enregistrons cet entretien, un cessez-le-feu a été convenu entre les parties. Ce conflit suscite une forte couverture médiatique chaque jour sur les chaînes d'information en continu et dans la presse internationale. Il y a des éditions spéciales qui sont consacrées à la situation. Sur les plateaux télé, on voit se succéder des experts militaires, des éditorialistes, des sociologues, des franco-iraniens et divers commentateurs. Plusieurs analyses reviennent de manière récurrente dans ces débats. Aujourd'hui, ce que je souhaiterais, si vous êtes d'accord, c'est de vous soumettre quelques-uns de ces points de vue qui ressortent souvent, afin d'avoir votre éclairage, votre avis en tant que représentant du Conseil national de la résistance iranienne. Est-ce que cela vous convient ? Parfaitement, Merci. je suis à vous. Alors, le premier point pour commencer concerne une analyse qui est fréquemment avancée, qui est celle du risque de chaos en cas de chute du régime iranien. Certains observateurs comparent la situation potentielle de l'Iran à celle de pays comme l'Irak ou la Libye, où la chute d'un régime autoritaire a entraîné instabilité et violence, donc un chaos. Que pensez-vous de cette comparaison avec l'Iran ? Est-ce que le scénario d'un effondrement chaotique est crédible en ce qui concerne la situation de l'Iran ? Disons la comparaison avec l'Irak ou la Libye, elle est trompeuse parce que et souvent on voit qu'il est instrumentalisé pour dissuader tout changement. Le pouvoir en place véhicule souvent ce spectre pour faire craindre l'avenir et pour dire que après moi c'est le déluge. Mais tout cela ne correspond pas à la stature de l'Iran. Il ne s'agit pas d'un État, disons, récent, artificiellement émergé de la fin du colonialisme ou de l'effondrement de l'Empire ottoman, comme l'Irak, par exemple, ni une société à prédominance tribale, comme la Libye. Il s'agit d'un pays avec une histoire étatique millénaire, une population alphabétisée, une culture politique vivace, une société civile mobilisée malgré la répression et une histoire de lutte que je dirais exemplaire. Ce peuple a été à l'origine de la première révolution constitutionnelle du siècle dernier dans une région du monde qu'on appelle le Moyen-Orient et avant que beaucoup se lèvent et beaucoup de peuples prennent conscience. Elle a été à l'avant-garde en étant le premier pays qui a nationalisé les richesses pétrolières sous le feu Premier ministre Mossadegh. Et c'est un peuple qui a effectué son premier printemps plus de 30 ans avant les printemps arabes avec la révolution antimonarchique de 1979. Donc, le scénario d'un basculement chaotique est, à mon avis, comment dirais-je, ne correspond pas à la réalité de l'Iran d'aujourd'hui. Le véritable chaos est à l'image de ce que le régime a fait basculer de nombreux pays de la région, puis maintenant son propre pays en suscitant les crises et les guerres via ses forces proxy.
La peur du chaos entraîne un immobilisme qui sert les intérêts du maintien du statu quo et n'est qu'un prétexte à l'acceptation de la dictature. Il existe aussi une deuxième raison pour laquelle le chaos ne surviendra pas après la chute du régime, c'est que la tournure qu'on a observée en Libye ou en Irak ne sont pas imputables uniquement à la construction étatique récente de ces pays, mais surtout à l'absence d'alternatives crédibles et alternatives organisées qui puissent prendre le relais. Or, la situation de l'Iran est fondamentalement différente. Depuis 44 ans, il y a une coalition de forces démocratiques qui s'est constituée, rassemblant des courants politiques divers, unis par une volonté commune de renverser la dictature théocratique et d'instaurer un régime républicain, laïque et pluraliste. La résilience de cette force de résistance témoigne de l'aspiration profonde du peuple iranien à prendre en main son propre destin. Et donc, elle ne résulte pas d'une improvisation opportuniste à l'image de la précipitation avec laquelle, par exemple, le fils de l'ancienne dictature s'est projeté sur le devant de la scène pour se mettre en valeur et tirer parti des circonstances dans l'espoir de restaurer une monarchie discréditée. Au contraire, cette résilience est le fruit d'un combat acharné et mené depuis des décennies au prix de sacrifices immenses dans les prisons, dans les rues, en exil et sur des tribunes internationales. Et elle incarne une vision de l'avenir fondée non sur l'héritage d'un passé autoritaire, mais sur la conquête démocratique de la souveraineté populaire. Contrairement aux exemples des pays évoqués, où la transition a été laissée au vide du pouvoir ou à l'intervention étrangère, l'Iran dispose donc de cette alternative organisée qui a une vision politique, un programme de transition et un large soutien populaire à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Cette préparation est la meilleure garantie contre le chaos post-régime. Ce que je comprends de votre explication sur ce sujet, donc ce risque de chaos, c'est finalement que le fait de mettre en avant cet argument, finalement, sert les intérêts du régime des Mollahs, puisque c'est en agitant finalement cette peur vis-à-vis notamment des pays occidentaux qu'ils veulent, que le régime des Mollahs veut en réalité dire qu'il vaut mieux me maintenir moi au pouvoir pour assurer une stabilité dans la région, parce que si je m'effondre, si mon régime s'effondre, ce sera le chaos et ça ne sera pas dans l'intérêt, notamment des pays occidentaux. Parfaitement, et vis-à-vis aussi de, de, de l'intérieur aussi, c'est-à-dire dans son propre opinion, auprès de sa propre population, de véhiculer ce genre d'idées. D'autres commentateurs évoquent un scénario de coup d'État interne. Donc ça, c'est un autre élément qui ressort beaucoup des analyses auxquelles on assiste en ce moment, et notamment donc un coup d'État interne via le corps des gardiens de la Révolution, qui pourrait prendre le pouvoir après la chute, la disparition, la mort d'Ali Khamenei, le guide suprême. Certains craignent même l'émergence d'un régime qui serait encore plus autoritaire que le régime actuel. Est-ce que ce scénario vous semble crédible, plausible, et que répondez-vous à ceux qui voient finalement ici, dans ce risque-là, un risque comparable à ce qui s'est passé en Iran après la révolution antimonarchique de 1979, qui a vu venir, après la chute de la dictature du Shah, un régime qui a été finalement encore plus autoritaire, pire que le régime précédent? Bon, d'emblée, je dois répondre que je ne vois pas comment il pourrait exister un pouvoir plus autoritaire que le système actuel qui est fondé sur le Velayat Faqih, c'est-à-dire la suprématie d'un guide religieux tout-puissant. Ce système, il incarne en fait une forte califate impitoyable ou, pour le dire autrement, une monarchie absolue du clergé le plus obscurantiste. Par essence, il concentre tous les pouvoirs politiques, religieux, judiciaires, militaires
entre les mains d'un seul homme qui est prétendument infaillible. Donc, dans le scénario qui est évoqué d'un coup d'État interne que vous évoquez, certains supposent qu'en l'absence de forces d'opposition organisées, les gardiens de la révolution pourraient s'emparer du pouvoir après la disparition de Khomeini, en imposant peut-être un successeur docile ou en instaurant un régime militaire qui se mette eux-mêmes au pouvoir. Bon, cette hypothèse, il est souvent répété, on l'entend souvent ces temps-ci, mais en fait, il a un vrai talon d'Achille. C'est l'effacement qu'on fait de 44 ans de lutte organisée contre ce régime. Je reviendrai plus tard. Et puis, il y a une méconnaissance totale de la nature réelle de ce qu'est le corps des gardiens de la Révolution. Bon, même en imaginant à tort qu'il n'existe aucune résistance structurée, les gardiens de la Révolution ne sauraient devenir une force autonome et légitime à la fois, capable de prendre le pouvoir pour eux-mêmes. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ne sont ni une institution nationale, ni une force indépendante. Ils sont le bras armé du Velayat Fari, du guide suprême, Donc de Ali Khamenei. Ali Khamenei. Ils sont son produit et son protecteur. Leur nom même, Corps des gardiens de la révolution islamique, ne fait aucune référence à l'Iran, parce que leur mission, telle que définie dans la Constitution de la République islamique, est d'exporter la révolution au-delà des frontières nationales. Le simple fait de prétendre que les gardiens de la révolution au Pasdaran sont les garants de l'intégrité de l'Iran n'a fait que confirmer le discrédit, par exemple, du fils du Shah, jusqu'au sein même de ses propres partisans fanatiques. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il il a compté sur l'alliance avec eux en vantant justement les liens comment dire, clandestins qu'il entretient avec ce milieu pour faire en sorte que son discrédit a été total, non seulement dans l'opinion, mais même dans son propre camp. C'est-à-dire qu'il a mis en avant, juste pour être plus explicite, il a mis en avant le fait qu'il ait des liens avec des membres du corps des gardiens de la Révolution en Et, Iran actuellement, et qu'il dans le contexte comptait, actuel. absolument, et qu'il comptait sur eux pour être les garants du futur de l'Iran, de l'intégrité de l'Iran dans le futur. Ça, c'est la chose la plus ahurissante que les assassins, les gens qui aujourd'hui sont la source des misères et des malheurs et de la répression du peuple iranien, soient considérés comme étant les garants de l'avenir. Alors, les pastarans, on le sait, ils ont réprimé dans le sang des soulèvements populaires, ils ont participé activement à la surveillance, aux tortures, aux arrestations massives. Leur pouvoir économique, sécuritaire et politique d'aujourd'hui, il s'est construit sous l'autorité directe du guide suprême et non en opposition avec lui. S'il est vrai que Khamenei dépend du corps des gardiens de la révolution pour asseoir son pouvoir, il est encore plus vrai que les pastarans dépendent, leur existence dépend du guide suprême pour se justifier, pour justifier le fait d'être là et d'avoir tout ce monopole. Autrement dit, si le Velayat Fari s'effondre, si ce système s'effondre, et avec Khamenei, les gardiens de la révolution tombent avec lui. Ils sont l'ossature du régime, mais une ossature sans tête ne peut survivre. Près de 80% des députés actuels, la majorité des gens, des gouverneurs, des dirigeants d'entreprises publiques et des responsables administratifs sont issus ou liés au CGRI, au corps des gardiens de la Révolution ou aux institutions sécuritaires. Pour le peuple iranien, il n'y a aucune distinction à faire entre les mollahs et les mollahs au pouvoir et les gardiens de la Révolution. Il les voit comme les deux faces d'un même système de répression et de corruption. Donc, aucun avenir ne peut naître d'une telle structure. Dans ce cas de figure,
ce ne serait pas une rupture avec l'actuel régime, c'est plutôt une continuité du régime, et il n'y aura pas de continuité de régime. Il y aura une fin. Et espérons qu'elle soit proche, ou plutôt que le peuple iranien fera tout pour qu'elle soit proche. Ce scénario, donc, n'est pas plausible du tout. مثل یک زندونی دائم روی لباش گل خنده مثل اطمینان یک محکوم تعذیری به آینده مثل بیتابی نسلی نو که تازه چشم وا کرده مثل هیوا کردن اوراق این تاریخ تا کرده من به فردا مطمئنم من به رویا مطمئنم من به پیغام تموم قاصدک ها مطمئنم Par rapport à la question que je vous évoquais sur le risque d'avoir un pouvoir qui soit finalement pire que le régime précédent, comme on a pu le voir lors de la révolution antimonarchique qui a vu arriver au pouvoir le régime de Khomeini qui était plus totalitaire, plus répressif, voilà, à de multiples égards que la dictature précédente, celle du Shah. Est-ce qu'on pourrait avoir un tel risque aujourd'hui dans le contexte actuel, donc et voir arriver au pouvoir un régime encore plus autoritaire, totalitaire? Voyons comment Khomeini a-t-il pu usurper les aspirations d'un peuple dont les mots d'ordre au moment de cette révolution étaient liberté, indépendance et libération des prisonniers politiques. Malheureusement, on a vu que la liberté n'a jamais été au rendez-vous, les prisons se sont à nouveau remplies et cette fois, toute notre jeunesse y est passée. Khomeini, en fait, il n'a pas rompu avec les crimes du Shah, il a voulu les parachever. Profitant de son exil parisien, en fait, il a attiré les projecteurs médiatiques et s'est projeté sur le devant de la scène. Alors que le Shah avait laissé un vide politique en emprisonnant ou exécutant les opposants démocrates, c'est dans ce vide que Khomeini a détourné la révolution antimonarchique. C'est intéressant ce que vous expliquez ici, Afshin Alavi, parce que on entend également beaucoup dans les commentaires de certaines personnes actuellement qui analysent la situation, qui évoquent que lors de cette révolution, donc de 1979, faussement appelée révolution islamique, puisqu'en réalité c'était une révolution anti-monarchique avant tout, finalement il y avait eu une alliance entre les islamistes et la gauche iranienne pour amener Khomeini au pouvoir. Ce que vous expliquez ici, c'est que ça ne correspond pas à la réalité des faits de l'époque. En fait, au moment de la révolution antimonarchique, c'est tout un peuple qui s'est soulevé contre la dictature du Shah en raison des exactions de la SAVAK, de la corruption, de l'injustice, du despotisme, du parti unique imposé au peuple, de toutes les prisons, les tortures et la pauvreté que le peuple a enduré, l'écart entre son famille et le reste de la population. Tout cela ont engendré cette révolution qui était une révolution populaire. Donc, pratiquement toutes les couches de la société ont participé à cette révolution. Toutes les composantes de la société iranienne ont participé à cette révolution et se sont débarrassées d'un Shah qui était un usurpateur et un despote. Maintenant, au lendemain de cette révolution, un certain nombre de gens qui profitaient du régime du Shah, se sont enfuis et ont quitté l'Iran. Ces gens-là ont véhiculé dans leur esprit, ont fait l'amalgame dans leur esprit de l'ensemble du peuple iranien et l'ont assimilé aux despotes qui ont ensuite accaparé cette révolution.
C'est-à-dire tous les gens qui ont participé à cette révolution sont assimilés au régime qui est en place. Or, la réalité n'était pas comme ça. C'est-à-dire que Khomeini a profité en fait d'un vide. Je viendrai là-dessus. Mais le fait d'être contre le Shah, ça ne voulait pas dire que les gens étaient pour Khomeini après. Et où étaient, par exemple, des intégristes. Il y avait énormément de forces de tous bords, des libéraux jusqu'aux marxistes, en passant par les Moudjahidines, des partisans de Mossadegh, des gens de toute tendance de pensée politique ou idéologique participaient à la révolution. Mais Khomeini, qu'est-ce qu'il a fait? Le Shah, en fait, il avait créé un vide en emprisonnant, en exécutant tout le monde. Donc Khomeini a profité de ça et d'autant plus que venant à Paris, tous les médias se sont intéressés à ce curieux personnage. Et il a injecté dans ces revendications de liberté, de libération des prisonniers politiques, la notion de république islamique. Alors, le peuple ignorait ce que signifiait réellement une république islamique. Et Khomeini a volontairement entretenu l'ambiguïté. Aujourd'hui, pour répondre à votre question, ni les figures issues du régime actuel, ni le fils du dictateur déchu ne peuvent rejouer cette manœuvre et tromper à nouveau le peuple. Les Iraniens connaissent trop bien maintenant les horreurs et les méfaits de la théocratie intégriste, et ils connaissent aussi les méfaits du régime monarchique. C'est pourquoi ils n'accepteront rien de moins qu'une république pluraliste, laïque et garante de toutes les libertés fondamentales. Le peuple n'a plus confiance ni dans les mollahs, ni dans un fils de dictateur, un fils de Shah. Ce scénario donc ne peut pas se reproduire, et nous ne sommes plus en 1979. Le contexte historique, la conscience populaire et la maturité politique ont radicalement changé. À ce propos, comment les différentes forces que vous avez évoquées, ces forces d'opposition très variées, des libéraux, des partisans de Mossadegh, des Moudjahidines, des marxistes, etc., comment toutes ces forces ont-elles réagi lorsqu'elles ont vu petit à petit Khomeini s'accaparer le pouvoir en mettant en avant le concept d'une république islamique? Alors d'abord, la République islamique a été imposée par une sorte de référendum que Khomeini a imposé à la population de choisir entre l'ancien régime et la République islamique. Donc il ne laissait aucun choix pour les gens de choisir autre chose. Donc, c'est-à-dire la question du référendum était est-ce que vous souhaitez la monarchie ou la Oui. République islamique? Okay. Exactement. Donc, très binaire. Voilà, la République islamique, oui ou non. C'est-à-dire que... Et donc les gens qui haïssaient la dictature du Shah, qui voulaient se débarrasser de l'ancienne dictature, bah, ils sont tombés dans le piège que Khomeini a tendu. Et pourtant, il ne faut pas croire que Khomeini a pu imposer dès le premier jour l'ensemble de cet appareil répressif qu'on connaît aujourd'hui. Ça lui a pris 2 ans et demi. Il l'a placé petit à petit. Il a commencé avec l'histoire des pressions sur les femmes. Ensuite, sur des fonctions, sur l'épuration des minorités religieuses. Ensuite, l'attaque contre les organisations et les forces politiques qui n'acceptaient pas d'être complaisants avec ce discours qui est fascisant, qui de plus en plus montrait son vrai visage. Et parmi les forces qui étaient présentes au moment de la Révolution, certains
voyant justement comment dirais-je, un système autoritaire s'installer et sous la pression, on choisit de collaborer avec Khomeini. C'était le cas, par exemple, du parti Toudé, le parti communiste qui était pro-soviétique et qui était un agent du KGB Hmm. et qui avait joué un rôle très négatif au moment du mouvement de Mossadegh et le coup d'État contre Mossadegh. Mais beaucoup d'autres forces ont refusé. Et un par un, ces forces ont subi la répression. Pratiquement en 6 mois, l'opposition que les Moudjahidines du peuple qui avaient beaucoup de prestige en raison de leur lutte contre le Shah dans la société, ont refusé à la fois cet article du principe du guide suprême et cette notion d'accepter justement une sorte de régime de Velayat Fari imposé, un pouvoir absolu du religieux. Ils ont refusé cela, ils n'ont pas voté la Constitution et ont commencé à dénoncer les dérives, y compris par exemple dans la question de la pression ou le voile obligatoire sur les femmes. Et ils ont pris la défense quand Khomeini a voulu l'imposer. Donc, c'est-à-dire qu'ils se sont opposés à l'obligation que Absolument. Khomeini a voulu imposer pour les femmes de porter le voile. Absolument. Bien que, par exemple, les femmes, les militantes au sein des Moudjahidines, elles-mêmes le portaient volontairement. Mais elles refusaient que ça soit imposé à toutes les femmes iraniennes. Et ensuite, en 6 mois, l'organisation des Moudjahidines du peuple est devenue la principale force d'opposition à l'intérieur de l'Iran. Le tirage du journal des Moudjahidines du peuple était tiré à 600 000 exemplaires. Et le régime disait qu'ils ont des centaines de milliers de militants. Et leurs militants étaient attaqués systématiquement, ainsi que d'autres groupes, des groupes de gauche, des groupes marxistes, des opposants de toute tendance, étaient ciblés, dans leur stand étaient attaqués par ce qu'on appelait les Hezbollahi, c'est-à-dire ces nervis qui étaient à la solde du régime et du parti de la République islamique qui était le parti Khomeini. Et on blessait les gens, on assassinait des gens parce qu'ils diffusaient des tracts, parce qu'ils avaient un discours qui était différent de celui de Khomeini. Et pendant 2 ans et demi, cette situation a duré et près d'une 70 militants des Moudjahidines du peuple ont été assassinés sans qu'il y ait un seul coup de fusil soit tiré du côté des Moudjahidines. Ils ont refusé. Il y avait une action non violente, une action de dénonciation des crimes et de la violence du régime qui est primée jusqu'au 20 juin. Ce que vous dites, c'est que dans un premier temps, les Moudjahidines, qui pourtant étaient la cible de violences, d'exécution, d'arrestation, torture, exécution, malgré cette situation, les Moudjahidines n'ont pas choisi de répliquer par la violence pendant cette période donc, de 2 ans et demi. Exactement. Et qu'est-ce qui a été le tournant ? Le tournant a été une manifestation pacifique que les Moudjahidines ont appelée le 20 juin 1981 pour justement alerter contre les dérives, réclamer les libertés, marcher jusqu'au Majlis pour essayer d'exiger, montrer une manifestation de force et d'exiger qu'on arrête cette répression et cette dictature fascisante que Khomeini impose. Il y avait plusieurs centaines de milliers de personnes À Téhéran, il y avait 500 000 personnes qui s'étaient rassemblées, du bouche à oreille, parce que la manifestation n'a pas été annoncée en public en raison du fait que toute manifestation à cette époque-là était étouffée dans l'œuf. Et Khomeini a paniqué. À ce moment-là, il a ordonné aux gardiens de la révolution de tirer sur la foule. Sur une foule de 500 000 personnes.
Absolument. Il qui y a eu beaucoup manifestaient de morts, pacifiquement. D'accord. pacifiquement, totalement pacifique. Mm. Et cette date est une date historique qui est souvent ignorée par pas mal d'historiens, soi-disant iranologues que j'ai lus, qui ont parlé ici et là, alors que c'est la date qui met fin à la légitimité de ce régime qui est issu de la révolution. Et à ce moment-là, les Moudjahidines du peuple passent en résistance. Le peuple iranien passe en résistance face à cette dictature. Aujourd'hui, c'est ridicule d'entendre, par exemple, des gens qui ont fui au moment de la révolution avec beaucoup d'argent qu'ils avaient pillé et les richesses, comment dirais-je, dont ils avaient bénéficié au temps du Shah, de dire qu'ils sont des opposants à la dictature de Khomeini. Ils sont des opposants de toute date à la dictature de Khomeini et qu'ils accusent les Moudjahidines d'avoir été complices de Khomeini. Alors que les Moudjahidines ont enduré énormément dans cette lutte contre la dictature de Khomeini et ils ont payé très cher parce que depuis cette date-là, il y a eu 120 000 personnes parmi leurs militants qui ont été exécutées. Des massacres qui ont été faits à leur égard, de 30 000 personnes par exemple, rien qu'en 1988, et des histoires que peut-être votre public connaisse, mais que je ne vais pas évoquer ici, ça va être long, mais je veux dire que c'est une histoire aujourd'hui connue même de la jeune génération et que le régime ne peut plus cacher. Mais c'est ridicule que, par exemple, sur des plateaux télé ou des plateaux radio, on entend dire un peu n'importe quoi par des éléments qui sont en fait des apologistes de la dictature du Shah. Un autre scénario qui est évoqué par les différentes analystes actuellement, c'est la possibilité, si le régime venait à évoluer, que des réformateurs viennent au pouvoir pour ainsi assurer finalement une continuité fluide du pouvoir sans créer de chaos. Que pensez-vous de cette possibilité, donc de l'arrivée au pouvoir de réformateurs? Ce scénario est, je dirais, appartient déjà au passé. Il a été enterré après des années du maintien de cette illusion qu'il existe au sein de ce régime une tendance réformiste. En fait, l'histoire de tendances réformistes ou réformateurs et conservateurs ont été un jeu qui a commencé à l'époque de Khomeini pour duper le peuple iranien, duper aussi l'Occident, sur le fait que si on joue on met la pression sur le régime, sur les gens qui sont soi-disant étiquetés réformistes, alors c'est les durs qui vont monter et par conséquent, il ne faut pas trop mettre la pression sur le régime. Au moment, par exemple, de la présidence de Rafsanjani, qui n'était pas un réformiste, mais ou de Khatami ou de Rouhani, qui n'étaient pas non plus un réformiste,
mais qu'ils jouaient sur ce jeu de En tout cas, factions. ils étaient présentés comme des réformistes dans les Voilà, médias, en bon, tout cas en Occident. certains étaient présentés comme Mm. réformistes, d'autres comme modérés, Oui. d'autres moins radicales, d'autres des Oui. conservateurs extrémistes. Bon, c'est-à-dire un échelon de jugement sur le degré de comment dirais-je, de capacité de criminalité de cette tendance, et qui finalement ne veut rien dire parce qu'ils étaient tous au service du maintien de ce régime et de ce système, et aucune de ces tendances ne voulait le renversement du régime. Ils sont en fait des clans, des bandes, je dirais, mafieux, qui rivalisent ensemble pour le partage de ce pouvoir et le partage de ces richesses. Et que quand un clan est moins favorisé, donc il est mécontent, il râle. Il y en a même certains qui passent quelques jours en prison dans une prison dorée, et puis ensuite ils sont libérés, etc. Et puis dans des médias étrangers, souvent ces mêmes gens, on les comment dirais-je, qualifie d'opposants. Il y en a même qu'il y a 2 ans qui étaient dans le système en train de, de participer à la répression, d'empocher de l'argent, ou etc. Et qui, par exemple, maintenant se trouvent dans l'entourage, par exemple, du fils du Shah, en disant ouais, je suis un opposant maintenant. C'est ce milieu, en fait, qui est complice et de ces 46 ans de dictature, et particulièrement ces 44 dernières années après le 20 juin 1980, de crimes horribles qui ont été commis, ont perdu toute légitimité aux yeux de la population iranienne. Et elle est particulièrement au tournant de 2017, où les étudiants dans les universités, au moment d'un soulèvement, ont crié conservateurs, réformateurs, votre jeu est maintenant terminé. C'était la fin et l'enterrement de cette, comment dirais-je, De ce jeu de dupes. de ce jeu de dupes. Oui. Et donc la population n'y croit absolument pas, et certaines personnalités parmi ce milieu dit modéré ou réformiste, etc., disent que la population les haït plus encore que ce qu'on appelle les conservateurs, parce que ils ont essayé, par ce jeu de dupes, de rendre légitime un régime qui, aux yeux de la population, était illégitime. Et par conséquent, ces gens ont autant de chances de prendre la relève au moment de l'effondrement du régime que les gardiens de la révolution eux-mêmes. Donc une chance qui est nulle. Certains analystes défendent l'idée que le régime iranien est en réalité victime de la situation de la guerre qui a été donc démarrée le 13 juin dernier par l'État d'Israël. Ces analystes pointent la responsabilité des États-Unis, notamment la décision de Donald Trump, qui en 2018 a décidé de se retirer unilatéralement de l'accord de Vienne, donc qu'on appelle le JCPOA. Ils avancent que le régime iranien, en réalité, était revenu à la table des négociations dernièrement, et que cette guerre initiée par Israël a mis fin à un processus diplomatique en cours. Qu'est-ce que vous pensez de cette position? Est-ce que le régime iranien était vraiment engagé dans une démarche de négociation sincère, selon vous? Bon, je vais essayer de répondre brièvement, parce qu'on peut être très long là-dessus, avec toute l'historique du nucléaire et tout l'historique des ingérences que le régime a faites dans la région pendant des années, de longues années. Le programme nucléaire du régime iranien, il demeure opaque.
il est militarisé et intimement lié à une politique régionale agressive qu'il a menée. Ce pouvoir théocratique n'a jamais réellement renoncé à sa quête de l'arme nucléaire. Nous en savons quelque chose parce que c'est le Conseil national de la résistance iranienne qui a, preuve à l'appui, révélé l'existence de ce programme clandestin en forçant ensuite l'Agence internationale de l'énergie atomique à aller inspecter les sites secrets et ces inspections ont mis à jour l'ampleur d'un programme dont l'AIEA ignorait jusque-là l'existence. C'était en 2002, ces révélations C'était en des 2002. sites Il y a eu des clandestins. révélations avant. Mhm. On n'a pas tenu compte. C'est les révélations de 2002 de Natanz et Dara qui ont été déterminants parce qu'en 2003, l'AIEA est allée visiter. Et ça a continué, ces révélations, jusqu'à aujourd'hui. Si le régime est revenu à la table des négociations, comme vous l'avez soulevé, ce n'était nullement par une volonté sincère de normalisation, mais uniquement sous la pression internationale et la menace justement que les sanctions du Conseil de sécurité soient de nouveau mises sur la table. L'objectif principal du régime dans ces négociations était de gagner du temps pour arriver à empêcher que de nouvelles sanctions arrivent, tout en poursuivant ses activités en coulisses. Donc, l'argument de la victimisation, souvent brandi par les défenseurs du régime, il masque la réalité d'un système profondément répressif et corrompu. Et un système qui est viscéralement hostile à toute ouverture démocratique. Ali Khamenei avait un choix stratégique à faire. Abandonner le programme nucléaire pour éviter un conflit ou persister et risquer la guerre. Il a sciemment choisi la confrontation, persuadé qu'un conflit limité ne menacerait pas directement la survie de son régime, mais qu'un abandon de ce programme, en revanche, signerait sa fin. À ce jour, en fait, le régime n'a toujours pas levé les principales zones d'ombre sur les objectifs militaires de son programme nucléaire. Il y a plusieurs sites qui restent inaccessibles ou font l'objet de dissimulations répétées. L'ancien président du régime, Hassan Rouhani, qui était en charge du Conseil de sécurité au moment des négociations, et l'ex-directeur de l'Organisation de l'énergie atomique, Ali Akbar Solehi, ont publiquement reconnu avoir trompé les négociateurs européens à plusieurs reprises, en camouflant des équipements et en maintenant des capacités techniques clandestines. Donc, autrement dit, la stratégie nucléaire du régime ne vise pas en fait un caractère pacifique, je dirais, mais constitue en fait elle est militaire, elle constitue un levier de survie politique pour lui et de chantage international jusqu'à aller acquérir la bombe. Donc c'est dans cet objectif-là que le régime a agi, mais il a pensé que, comment dirais-je, ne pas céder aux exigences dans les négociations est un moindre risque, est un plus grand risque par rapport, s'il cédait, c'était un très grand risque par rapport à une guerre ou un bombardement dont il s'en sortirait. Un autre point de vue, une autre interrogation dans le contexte actuel est de savoir si un changement de régime en Iran pourrait venir via une intervention militaire étrangère. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être une option possible pour l'avenir de l'Iran selon vous? Bon, là-dessus, notre position est très claire. Nous avons toujours dit que, et récemment encore, Mme Mariam Rajavi, la présidente élue de la résistance iranienne, l'a rappelé au Parlement européen à Strasbourg que la solution n'est ni la guerre ni la complaisance, mais une troisième voie qui est le changement de régime par le peuple iranien et sa résistance organisée. Le changement en Iran, en fait, il ne peut venir que de l'intérieur. Et les soulèvements de 2019 et 2022 ont montré qu'il y a une volonté populaire massive qui
qui veut ce changement. Malgré la répression, les Iraniens ils conservent une capacité de mobilisation exceptionnelle, notamment auprès des femmes, de la jeunesse, et ce qu'on appelle aujourd'hui les unités de résistance. De quoi s'agit-il? Quelles sont ces unités de résistance? Les unités de résistance, ce sont en fait des gens des Iraniens de toute obédience dans tout le pays, qui se sont constitués sous la bannière, bien sûr, du réseau de l'organisation des Moudjahidines du peuple d'Iran à l'intérieur, et qui ont rendu la vie difficile au régime et mènent des actions en faveur de la résistance, et notamment harcèlent comment dirais-je, les centres de répression, et en les brûlant, en les attaquant de manière à ce que le mur de la répression soit brisé, et que la peur change de camp. Et ces unités de résistance, ils sont extrêmement actifs depuis des années, et malgré qu'il y a énormément d'arrestations dans ces milieux, mais le régime n'arrive plus à stopper justement ces activités. Et ces unités de résistance, ils sont en fait les fers de lance du soulèvement futur. Ce sont des gens qui vont encadrer, qui vont mener et qui vont aider la population à organiser le soulèvement qui va arriver. Un renversement, en fait, il est possible que si, bien sûr, le peuple commence à bouger et à descendre dans la rue et organiser ce soulèvement pour renverser le régime. Et le monde, ce qu'il peut faire, c'est de décider de reconnaître le droit du peuple iranien à résister, le droit de ces unités de résistance à résister. Si la communauté internationale cesse de légitimer le régime sous prétexte de stabilité, ou même comme cette histoire du chaos en cas de chute du régime, etc., dans ce cas-là, effectivement, je pense qu'on pourra approcher la date de ce soulèvement. Peu après le déclenchement du conflit, le fils aîné de l'ancien Shah d'Iran, donc le dictateur qui a été renversé en 1979 par la révolution anti-monarchique, le fils aîné, donc Reza Pahlavi, a appelé les Iraniens à se soulever et s'est dit prêt à assumer un rôle dans une éventuelle transition politique après la chute des mollahs. Ces déclarations ont été largement relayées dans les médias, notamment en France. Est-ce que, selon vous, Reza Pahlavi est une figure crédible pour assurer une telle transition post-régime des mollahs? Alors, je pense que les observateurs sérieux reconnaissent que là, nous atteignons ici un niveau qui frôle le ridicule. Imaginez une famille dont le grand-père, Reza Shah, a été installé au pouvoir par un coup d'État orchestré par les Britanniques, sans la moindre légitimité populaire. Le père, Mohammad Reza Pahlavi, a été placé sur le trône par ces mêmes Britanniques, puis maintenu au pouvoir après le coup d'État de 1953, organisé par la CIA avec la complicité du clergé obscurantiste contre Mossadegh. Il semble que certains rêvent encore de rejouer la même pièce, comme si l'histoire n'avait laissé aucune trace. Mais pourquoi le peuple iranien devrait-il faire abstraction de ses antécédents, et pourquoi ferait-il confiance à des promesses vagues, sans contenu, ni engagement concret, émanant d'un usurpateur héritier d'un trône qui est imposé par la force étrangère? Le peuple n'a aucune raison d'oublier les crimes, les tortures, les humiliations et les privations infligées sous la monarchie. Il n'a aucune raison de croire qu'un système basé sur l'hérédité, le culte du pouvoir ou l'oubli volontaire des responsabilités historiques puisse aujourd'hui incarner un avenir démocratique.
la mémoire collective iranienne, elle est vive. Et les jeunes générations qui ont grandi dans cette histoire, cette mémoire de la dictature monarchique et de la théocratie actuelle, ils ne se laisseront pas berner une seconde fois. Nous ne sommes plus à l'époque où les puissances étrangères imposaient des rois au peuple et confisquaient leur destin. Surtout que Reza Pahlavi, quant à lui, n'a jamais clairement renié ni condamné les crimes du régime de son père et de son grand-père. Il ne propose aucun programme politique concret pour le renversement du régime actuel. Au contraire, il semble avoir misé sur un effondrement du régime par des frappes étrangères, comptant plus sur des interventions extérieures. Alors, sa posture, c'est une posture opportuniste, marquée par des prises de position floues, souvent dictées par le vent médiatique. Il ne bénéficie d'aucun ancrage réel au sein de la population, en particulier auprès de la jeunesse, mais qui constitue aujourd'hui le cœur battant quand même de la résistance. Il suffit de rappeler aussi que les slogans scandés dans les rues lors du soulèvement populaire en 2022 et 2023 allaient dans le sens de ni chat ni mollah. Ce cri, en fait, à lui seul, il résume le rejet de deux formes de dictature, à la fois monarchique et théocratique. Et l'aspiration du peuple iranien ne peut être autre qu'une république démocratique, laïque et pluraliste. C'est pour ça que je dis que dans ce domaine, à mon avis, personne ne prend au sérieux cette mise en scène que vous avez évoquée. Enfin, une critique récurrente formulée par certains observateurs occidentaux est l'absence supposée d'une alternative sérieuse, crédible, fiable au régime actuel, donc qui pourrait remplacer le régime des mollahs s'il venait à tomber. Que leur répondez-vous? Existe-t-il aujourd'hui une force d'opposition organisée qui serait en mesure de proposer une alternative sérieuse, démocratique, si le régime des mollahs venait à s'écrouler? Oui, vous parlez d'une alternative. Effectivement, je pense qu'il y a dans ce domaine-là une sorte de confusion. C'est que on considère souvent qu'une alternative, ça veut dire une force une alternative à une dictature, c'est une force qui doit faire l'unanimité de tout un peuple pour qu'elle soit une alternative. Or, dans une période de vécu d'un pouvoir dictatorial, la censure, la désinformation, la peur et l'exécution ne permet pas de l'unanimité de tout un peuple. Et par conséquent, qu'est-ce que veut dire une alternative? Une alternative, c'est une force qui a un projet, qui a sur le terrain des capacités de réaliser ce projet et qui peut, dans la période de basculement, dans la période de bouleversement,
dans la période d'insurrection, mener justement cette transition. Par conséquent, moi je dis que oui, contrairement à ce que certains affirment, il existe bien une opposition organisée, incarnée aujourd'hui, une alternative incarnée par le Conseil national de la résistance iranienne, qui s'allie avec quiconque rejette les formes de dictature théocratique et monarchique. Que ce soit les minorités, que ce soit les minorités ethniques, que ce soit les forces qui aspirent à la démocratie. Cette alternative, elle propose un programme qui se résume en 10 points. Ce n'est pas le programme est beaucoup plus vaste, mais qui se résume dans les 10 points pour une république laïque et pluraliste et démocratique. Ce programme repose sur l'établissement en fait de cette république avec la séparation de la religion et de l'État, avec l'égalité femmes-hommes, les minorités ethniques autonomes, la peine de mort qui soit abolie, et où l'Iran devient un pays sans armes nucléaires, avec engagé pour la paix et la coexistence avec tous ses voisins. Dans cette république, le peuple sera pleinement souverain et un gouvernement provisoire pour le réaliser, un gouvernement provisoire qui est limité en fait à 6 mois, organisera les élections libres pour une assemblée constituante et législative. Celle-ci rédigera la nouvelle constitution et nommera le gouvernement démocratique futur qui sera responsable devant le peuple. Aucun pouvoir à partir de là ne sera concentré dans les mains d'un seul. Alors, nous prônons donc une démocratie pluraliste, nous nous battons pour cela. Dans ce système nouveau, tous les responsables doivent tirer leur légitimité des urnes. La libre expression, le dialogue, le respect des identités ethniques et religieuses et culturelles seront essentiels et les minorités auront droit à l'autonomie. Et pour réaliser cette transition, le CNRI et sa force axiale, qui est l'organisation des Moudjahidines du peuple d'Iran, qui s'appuie sur ce que j'ai appelé les unités de résistance, dispose en fait d'un réseau solide à l'intérieur de l'Iran aujourd'hui. Ce mouvement, ce réseau des unités de résistance, c'est un mouvement qui est autonome, à la fois financièrement. Il repose sur une base de gens qui sont très variés, qui touchent toutes les couches de la société. Le Conseil s'appuie sur des cadres qualifiés, notamment des femmes occupant des postes clés depuis des décennies. Et il s'est montré capable de résister et de proposer cette alternative crédible malgré tous les obstacles qu'il a endurés. Madame Mariam Rajavi l'a répété, notre objectif n'est pas de prendre le pouvoir à tout prix, mais de rendre la liberté au peuple iranien, rendre la souveraineté au peuple iranien. Et c'est une mission qui unit en fait cet objectif politique à la dignité et porte en quelque sorte la mémoire de tout ce qui a été enduré durant maintenant près de 120 ans de lutte démocratique en Iran contre la tyrannie, qu'il soit celui de tyrannie monarchique ou la tyrannie des mollahs. Et c'est à ce peuple qui revient de choisir son avenir et nous pensons qu'il a toutes les capacités de le faire et tout le mérite. Merci beaucoup, Afshin Alavi, d'avoir pris le temps de répondre à ces nombreuses questions. Voilà, l'entretien était assez dense, mais l'actualité est aussi très importante actuellement sur le sujet de l'Iran. Donc, merci à vous d'avoir
pris le temps de répondre à ces questions et d'apporter votre éclairage sur les différents éléments évoqués avec vous aujourd'hui. Un grand merci à vous. C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné cette occasion de pouvoir en discuter. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à dire, mais rendez-vous peut-être dans un autre épisode. Oui, peut-être bien, peut-être bien. Les événements ne vont pas manquer. Merci beaucoup. Merci.